Mesdames et messieurs, bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci, je l'espère. Alors, que faire lorsque vous avez un enfant né porteur de handicap? Pourquoi certains parents préfèrent-ils interner ou cacher ces enfants dans des centres de prise en charge des personnes porteuses de handicap? Eh bien, mesdames et messieurs, Fulgencia, c'est avec ces interrogations que j'installe ce plateau de Nopinen de ce jour. Bonjour Roch, Bonjour, comment allez-vous? je vais très bien, merci et vous? Bon, ça va bien, ça va D'accord. très bien. Nous sommes au 3e numéro Ouais. de Nopinen de la semaine. Absolument. Oui. Et nous démarrons cette émission par des interrogations. Nous Oui. parlons aujourd'hui des personnes porteuses de handicap. Oui, et même à vos interrogations, je vais même ajouter quel est le regard que la société porte-t-elle sur ses enfants et leurs parents? Absolument. Ouais. C'est assez de questions. Avec nos invités, nous aurons à faire le débat dans cette émission. Nous aurons également à partager avec vous les réactions, des avis des téléspectateurs qui nous ont envoyé des messages et qui continuent d'ailleurs d'envoyer des messages. Si vous nous suivez actuellement, sachez que vous avez la possibilité de nous envoyer des messages à travers les numéros qui vont s'afficher au bas de votre écran. Je vous les rappelle, c'est le 96 37 92 33 et puis le 61 19 88 88. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au 70e numéro de cette émission. Ça va très vite. Oui. Donc, Vous n'avez pas oublié votre projet de faire une fête? c'est vrai que nous en parlions. Encore 30 numéros et puis Encore 30 on aura numéros. notre fête. Peut-être qu'on aura à faire une édition spéciale de cette émission qui va nous permettre peut-être d'avoir avec nous des personnes qui interviennent, qui suivent généralement cette émission. Oui. Mais vous savez, je ne sais pas encore, c'est la direction de l'ORTB qui va peut-être décider. Nous allons faire la proposition. Si Bon, avec c'est les juste mesures une barrières, demande, la situation on de fera. Covid, ça nous Oui. permet de le faire, nous allons l'étudier. En tout cas, ça va très vite et nous Oui. disons merci à tous ces téléspectateurs, à tous ces internautes qui participent à cette émission. Et comme vous le savez, Nopinen, c'est aussi us et coutume, le clip du jour, instant écho, astuces, instant humour Ouais. et bien sûr les merveilles du Bénin. Absolument, les merveilles du Bénin, c'est avec ça que nous allons vous installer. Nopinen, c'est lundi, mardi, mercredi de 6h30 à 8h. Nous vous installons avec ces merveilles du Bénin. Nous allons à Abomey.
étiez au musée Oui, à Abomey. nous avons pu voir ce musée, le musée Klaus Ransborg d'Abomey. C'est un musée archéologique qui regorge ces instruments que nos ancêtres ont utilisés pour se défendre, pour se nourrir, pour aller également à la chasse. Et c'est un extrait d'un documentaire réalisé par Arnaud Adadja. C'est avec lui que nous avons pu avoir ce documentaire et nous avons extrait quelques images pour montrer aux téléspectateurs que lorsque vous allez à Abomey, eh bien, il faut chercher à savoir tous ces instruments que vous venez de voir exposés en leur signification, leur importance, ont eu à servir à quelque chose dans l'histoire du royaume d'Abomey. Tout à fait, Rod. Ce qui me réjouit, moi, c'est aujourd'hui avec 1h30, 2 heures de route, on peut aller à Abomey tout simplement. Donc, je fais le vœu déjà d'y aller et de revenir aussi avec de belles images, pourquoi pas. Ah ouais, oui. C'est bien, c'est en 1h30 parce que la voie, elle est bonne. Assez fluide. Voilà. Très bien. J'espère que vous allez me mettre au moins dans la malle arrière quand vous voudrez partir. On sera ensemble. Pourquoi dans la malle arrière? C'est vrai. Oui. D'accord. C'est toujours l'équipe Nopinden. Merci beaucoup, Fulgencia. Alors, après les merveilles du Bénin qui nous a amenés à Abomey, eh bien, nous allons retrouver notre humoriste. Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Toujours dans son style. Oui. Vous l'avez finalement adopté apparemment. Exactement. Je voudrais... C'est pas ça, on vous reconnaît. Exactement. Mais si vous allez dans la maison de votre beau-père avec ça... Là, vous avez des problèmes, hein? Non, il comprend. Ah bon? Donc, il est jeune comme vous? Oui, il comprend. Et il est dans la tendance... C'est quoi la tendance? La tendance? Le vieux est jeune. Il est aussi branché. Il est dans un mouvement coupé-décalé. Donc, lui-même, il attache un bandana. Là, c'est la totale. Vous avez gagné la fille d'office, quoi. Bien sûr. Alors, je voudrais d'abord souhaiter une bonne fête à l'émission. Oui. Voilà, donc 70 ans, j'espère être invité à la grande fête. Non, vous serez là. Il n'y a pas de souci. Non, ben, c'est sûr, c'est un projet, c'est vrai que ce n'est pas encore sérieusement pensé, mais ce sont des idées que nous jetons pêle-mêle comme le 70e numéro. Nous sommes au 70e numéro. Je disais 70 ans. Bon. Non, pas encore. Bon, nous allons peut-être prier pour que l'émission dure 70 ans. Bien sûr. Nous ne sommes pas là que cela et comme ça, on pourra projeter les archives et on nous verra et tout. Tout à fait. Peut-être que nous serions déjà dans l'au-delà. Oui, 70 ans, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup, mais c'est pas petit. Et donc, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une petite histoire. Voilà, un peu comme toujours. Vous avez toujours de ces petites histoires. Bien sûr. Mais n'attaquez pas la femme aujourd'hui. Non. Aujourd'hui, je ne vais pas vous attaquer, mes chères et charmantes dames. Voilà. Et donc, c'est en rapport avec les élèves qui vont au BPC. Voilà. Je voulais juste expliquer que lorsque vous êtes face à votre copie, restez serein. Les idées vont venir par elles-mêmes. Alors, pour la petite anecdote, la dernière fois, je sortais de la maison et puis il y a ma tante qui m'appelle et dit « Mon petit, viens. Tu vas écrire une lettre pour moi, on va envoyer au village. Et je dis, la vieille, je suis pressé. Vous savez que l'argent, ça n'attend pas. Et donc, j'accepte quand même, je prends la feuille, je commence à lui rédiger la lettre. À la 8e page, je lui dis, bon, la tante, il fallait me dire que c'est un roman que tu voulais écrire. Bon. Oui, jusqu'à 8 pages. Jusqu'à 8 pages. C'est beaucoup. Oui. Elle dit, mon petit, c'est pas fini. Il fallait que je salue les voisins, les voisines du village, les tantes. Et donc, on arrivait sur la dernière phrase, où la phrase disait « Je vais vous envoyer le riz au village. » Point. Donc, j'ai écrit et le dernier mot, c'était « village ». Je ne savais pas si « village » c'est 2 L ou un L. Donc, heureusement, il y avait mon tonton aussi dans la cour. J'ai dit « Ah, tonton, toi qui as enseigné aux Blancs, toi qui as appris le français aux Français, toi qui as appris l'anglais aux Américains, le mandarin aux Chinois. » Il doit être fort, hein, votre tonton. Exactement, puisqu'il s'en vante. Comment on écrit « village » Il dit « Mon petit, viens. » Quand le village est loin, on met 2 L. Quand on est proche du village, on met un L. Quand on est à l'intérieur du village, on ne met même pas d'L. Comment on prononce ça? Village. Un peu comme au village. Apparemment, il n'a plus de dents dans sa mais bouche. dites-nous, votre village se situe où? Comme ça, on saura combien d'L on doit ajouter ou pas. On va l'écrire ou bien
Bon, en tout cas, c'est très loin. Je pense que ça va comme un 4L, on va à l'écran. Ah, vraiment? D'accord. Mais attention, village, ça s'écrit avec deux L. Deux L. Hein? Deux L. Village. C'est comme ça. Oui. Oui, Ons. Merci. On va le retrouver à la fin. D'accord, très bien. Et on va voir aujourd'hui le clip du jour. Oui. Réussir ma vie. Qui n'a pas envie de réussir sa vie? En tout cas, pas moi. Moi, j'ai envie de réussir ma vie. Ah oui, hein? Ouais. Et c'est notre prière pour nos amis téléspectateurs. Tout à fait. Ouais. Le clip du jour. Oui, comme Fulgencia l'annonçait déjà, le clip du jour, le titre c'est « Réussir ma vie » et c'est de Feiti. Feiti, une jeune artiste béninoise. Ouais. Roland. Tous les jours, on fait des allers-retours, car on attend ce jour. Voilà. Eh bien, c'était Feiti dans Réussir ma vie. Oui, Feiti qui nous chantait Réussir ma vie. Nous vous souhaitons une pleine réussite de votre vie ce matin. Vous qui êtes câblés Nopinen et qui nous suivez tous les matins. Eh bien, la réussite aussi, nous allons la souhaiter à nos amis candidats au BEPC. Ah oui, c'est vrai. Ils sont au 3e jour aujourd'hui de composition, le dernier jour d'ailleurs. Eh bien, vous avez déjà franchi tout a été fait déjà. Des grandes épreuves déjà, tout a été fait. Donc, il n'y a que le dernier jour pour vous permettre de valider votre admission. Oui. Et plaise à Dieu, vous allez tous réussir. Voilà, c'est avec ce clip que nous allons passer
au débat. Au plateau de discussion, Oui. n'est-ce pas? Très bien. Nous allons installer le plateau de discussion. Et si on en parlait, puisque nos invités sont déjà là. Et si on en parlait? Eh bien, et si on en parlait aujourd'hui, nous allons parler des enfants porteurs de handicap. Est-ce une honte pour les parents? Ah oui, vous savez, beaucoup de parents n'arrivent pas à assumer avec une certaine fierté l'état physique de leur enfant. Oui. Vous savez, l'enfant, il est désiré, tout le monde l'attend avec enthousiasme, mais lorsqu'il arrive et qu'il est porteur d'un handicap, par exemple, ça crée beaucoup de situations. Oui, En tout justement. cas, nous allons faire le débat. Ouais. Comment la société béninoise, notre société d'aujourd'hui, voit de plus en plus ces personnes porteuses de handicap? Eh bien, nous sommes là pour en parler. Oui, Rock, et pour en débattre, nos invités ont pour nom Madame Claudine Lawson-Daiso. Elle est consultante en droit des personnes vivant avec un handicap. Elle est également directrice d'un centre de prise en charge des personnes vivant avec un handicap. Bonjour, Madame. Bonjour madame, bonjour monsieur. Bonjour, Madame Daïsa. En face de vous, nous avons Monsieur Michael Viegbe. Il est psychologue clinicien orthophoniste, président de l'Association des professionnels orthophonistes du Bénin. Bonjour, monsieur. Bonjour madame, bonjour monsieur. Bonjour, cher ami. Et au téléphone, Rock, vous allez recevoir le docteur Bruno Mucho. Il est sociologue. Oui, docteur Bruno Moncho, que nous saluons déjà, et il sera au téléphone d'ici quelques minutes. Il va nous peindre le regard social que l'on porte sur ces personnes. Est-ce que, bon, c'est à cause de ces regards sociaux que on a tendance à stigmatiser ces personnes portant un handicap? Eh bien, il va nous le dire également. Alors, je voudrais commencer déjà par Madame Thaïs, vous qui avez un centre de prise en charge des personnes vivant avec un handicap. Pardon, un handicap. Alors, dites-nous, est-ce que vous pensez que les parents éprouvent une certaine honte, une certaine pitié pour les enfants nés avec un handicap? D'accord, je vais d'abord vous dire que vous m'avez bien présenté, mais il manquait juste le fait que je suis également psychologue. Ah, d'accord. Je fais de l'accompagnement, que la personne soit handicapée ou non. D'accord, très bien. Effectivement, nous avons un centre que je dirige qui s'appelle la Chrysalide. C'est l'association pour l'intégration des personnes handicapées intellectuelles qui a créé ce centre-là. Ok. Maintenant, je suis, vous avez dit, consultante en droit des personnes handicapées. Bien sûr. Alors j'aimerais bien dire, c'est vrai, les gens disent souvent porteurs de handicap, vivant avec un handicap, mais c'est pas la même, c'est pas ce qu'il faut. C'est pas ce qu'il faut. Ouais. Il faut dire personne handicapée, il faut dire enfant handicapé. Il faut dire Personne personne handicapée. handicapée. Enfant handicapé. Bon, on a l'impression que quand on dit personne handicapée, c'est comme si c'était un terme injurieux, stigmatisant. C'est pas l'être entier de la personne qui est handicapée, mais en fait, la personne peut être bien portante et avec un handicap quelque part. C'est pourquoi on essaie de... Ce qui est le problème Oui, et qui est évité maintenant, oui. c'est de dire handicapé. Voilà un handicapé. Ça, c'est pas permis. D'accord. Ça blesse, ça D'accord. gêne. D'accord. C'est pas permis. Ok. Un handicapé, c'est pas bon. Ok. Mais de dire une personne handicapée, Ouais. c'est cela. D'accord. Alors, si vous prenez la Convention relative aux droits des personnes handicapées, Oui. si vous prenez la loi que le Bénin a votée portant promotion et protection des droits des personnes handicapées en République du Bénin, Oui. vous ne verrez nulle part le terme porteur, vivant, etc. Ah, d'accord. Parce que quand la Convention était en train d'être élaborée, tous les pays, toutes les associations ont été consultées. D'accord.
je faisais partie des personnes qui ont participé à divers niveaux, au niveau national, au niveau régional et au niveau international, à l'élaboration de cette loi. Oui. Alors c'est un consensus, parce qu'avant les gens disaient un handicapé, mais non, nous sommes d'abord une personne. Et le consensus a été admis de dire personne handicapée, parce qu'il y avait même certains qui disaient mais non, moi je ne porte pas. Une personne qui est aveugle, on dit handicapé visuel, non, dit mais je ne porte pas ma cécité sur ma tête. Ça. Pourquoi vous voulez m'appeler personne portant, vivant avec? Mais je reconnais qu'aujourd'hui, dans beaucoup de domaines, que ce soit au niveau des organisations internationales, que ce soit dans beaucoup de programmes, les gens préfèrent dire en situation de handicap, préfèrent dire porteur de handicap, vivant d'un handicap, mais le consensus, c'est personne handicapée. Donc, évitez de dire un handicapé. Très bien. Donc, ça me ferait plaisir si nous parlons d'enfants handicapés au lieu de dire porteurs vivants, etc. D'accord, très bien. Nous parlons des enfants handicapés. Voilà. C'est clair. C'est clair pour moi. Oui. Et puisque vous avez un centre qui reçoit justement ces enfants handicapés, est-ce que vous pensez que les parents se préoccupent réellement de ces enfants handicapés? Alors, je voudrais dire que oui. C'est une préoccupation pour les parents. Vous avez dit tout à l'heure... Est-ce qu'il y en a pas qui viennent vous confier les enfants et puis les oublient? Non, en fait, je n'aimerais pas qu'on pose la problématique en ces termes-là. D'accord. Ce n'est pas facile pour un parent, pour une maman, qui pendant 9 mois a rêvé de son enfant, de voir naître l'enfant différent. Voilà. Ça, c'est compliqué déjà. Oui. Et on devrait accompagner cette maman, l'aider à accepter le handicap de son enfant et à chercher des solutions. Mais qu'est-ce que d'autres sociétés font? On commence à lui lancer la pierre, on commence à dire tu as transgressé des lois, tu as fait quelque chose, tu as fait quelque chose. Alors, c'est difficile pour cette maman. Doublement, triplement et hainement difficile. D'abord, mon enfant n'est pas comme je l'espérais, n'est pas comme je l'attendais. Et voilà que c'est difficile, c'est pas facile. Hein, c'est pas Michael qui va me dire le contraire. C'est pas facile. Et en plus de ça, on commence à me stigmatiser. On commence à me stigmatiser. On me dit oui, j'ai fait quelque chose. Alors le papa va dire, va bomber le torse, va dire, il n'y en a pas dans ma famille, c'est toi, c'est ceci. Ah, vous voyez, déjà, premièrement, c'est pas l'enfant qu'elle attendait. Deuxièmement, on commence à lui jeter la pierre. Et puis troisièmement, le quotidien est difficile. Moi, j'accueille des enfants qui ont besoin d'accompagnement tout le temps. C'est-à-dire sans la maman ou sans une autre personne, peut-être que cet enfant ne pourra pas manger parce qu'il faut l'aider à manger. Peut-être qu'il faudra l'aider à apprendre. Apprendre tout ce qui est automatique pour les autres enfants. Quand c'est un enfant qui a un handicap intellectuel, ça devient de l'apprentissage. Et vu comme cela, vous voyez un peu toutes ces difficultés que vit ce couple quand le papa est solidaire et reste avec la maman, mais des fois la maman est éjectée. Alors dites-moi un peu, est-ce que c'est facile? C'est pas facile. Apparemment, ça doit être assez compliqué. Assez compliqué. Oui. Alors, Monsieur Viegbert, pourquoi dans notre société, beaucoup de personnes pensent que les enfants handicapés constituent une malédiction? En réalité, si je prends la société, elle est établie sur des lois. Alors, tout individu qui, que ce soit de façon morphologique, ou que ce soit de façon d'une autre manière, et qui ne s'inscrit pas dans cette loi, est considéré comme individu hors norme. Et dans cette situation, il est normal que la personne en situation de handicap ou bien la personne handicapée s'inscrit aussi dans ce registre, tout juste parce que, et comme Mme Daiso l'a eu à souligner, en ce qui concerne déjà l'enfant, sur le plan psychologique, l'enfant est déjà imaginaire avant d'être réel. Alors, et de cette imagination, on obtient un enfant réel qui n'est pas adapté à ce qu'on attendait. Alors, ça devient un coup dur d'abord pour les parents et surtout la maman qui a porté cette grossesse durant 9 mois. Surtout pour la maman. Et bon, dans certains cas, il y a aussi le père. Dans certains cas, il y a aussi le père. Mais le père, pour montrer que bon, il n'en est pour rien, il projette tout le tort sur la maman, et que c'est elle, et ainsi de suite. Alors, donc, ce même regard-là, cette même difficulté, elle est projetée à l'extérieur. C'est-à-dire
au niveau de la société. D'accord. Très bien. Vous savez, j'ai bien envie d'abord de vous présenter toutes mes excuses en le disant. Vous êtes une personne vraiment ressource. Vous êtes handicapé moteur. Lorsque vous êtes retrouvé au milieu de vos amis, comment avez-vous vécu, votre handicap? Est-ce que c'était facile de vous insérer socialement et même professionnellement? Bon, je vais juste dire que le handicap, ce n'est pas l'individu qui le porte ou bien qui fait truc. Non, mais c'est le regard des autres. Et si je me base sur ce principe-là, je dirais simplement que c'est vrai, le regard des autres est tellement mauvais que si tu ne te donnes pas à fond, ça te sera difficile de t'insérer. Et je prends deux personnes. Une personne tout venant, c'est-à-dire qui ne présente aucun handicap, et une personne qui présente un handicap. Quand vous les mettez devant une tâche, la personne qui présente un handicap déploie plus d'énergie, plus que la personne tout venant ou qui ne porte aucun handicap. Juste parce que il y a déjà le regard de la société sur son handicap qui est directement projeté sur ses potentialités. Donc, on le sous-estime déjà sans même le voir à l'œuvre. Donc, il faut que cette personne déploie une double force. D'abord, la force pour transcender ce regard-là et la force pour montrer effectivement que je ne suis pas ce que vous êtes en train de penser. Et dans ces conditions, moi, depuis mon enfance, ça n'a pas été difficile pour moi, parce que très facilement, je rentre dans le groupe de mes pères. Au collège aussi, au primaire, et puis au collège, ça n'a pas posé de problème. Mais c'est à l'université que ça a posé un peu de problème. Et pas parce que mes camarades étudiants ont un mauvais regard sur ma personne, non, mais les conditions dans lesquelles on étudiait étaient difficiles. Très, 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 très difficiles. Et aussi, quand tu finis dans ces conditions-là, et tu finis tes études, tu reviens, alors là, l'insertion professionnelle devient encore un autre coup dur. Et pourtant, moi j'en connais, Roch, qui excellent vraiment dans leur milieu professionnel. J'en connais. Oui, comme je l'ai dit, si on parvient à accorder un espace à cette personne-là, où vous lui confiez une tâche, je vous assure, vous serez vraiment surpris. Effectivement, et il y a des exemples, même ici à BB24, nous avons notre collègue monteur Isaac Noudedo, et qui fait du bon boulot, et socialement il est très correct, nous l'aimons beaucoup ici. À toutes ces personnes handicapées, nous leur souhaitons du courage, il faut pouvoir supporter. Mais madame, puisque vous avez l'habitude de recevoir des enfants handicapés, dites-nous quels sont les différents types de handicap, d'enfants handicapés que vous recevez dans votre centre. Nous recevons les personnes handicapées intellectuelles. Alors quand je dis personnes handicapées intellectuelles, voilà, vous y mettez quoi? Les gens confondent avec une personne handicapée comme Michael qui est intellectuellement accompli. Alors que c'est le contraire. C'est-à-dire que c'est au niveau de l'intelligence qu'il y a un souci. Donc, un enfant handicapé intellectuel a des difficultés pour apprendre, pour comprendre et pour faire les choses qu'on attend de lui en fonction de son âge. Ça, c'est les personnes handicapées intellectuelles. Mais je voudrais dire que mon confrère et ami Michael est une belle exception. Parce que j'ai connu, par exemple, Madame Albertine Vignon, qui a réussi, mais primaire, etc., c'est parce que sa grand-mère l'a porté au dos pour pouvoir l'accompagner. Et l'accessibilité physique à l'université, ou bien d'autres formes d'accessibilité dont Michael a parlé, ça c'est une chose. Mais quand vous voyez un enfant, quel que soit son handicap, que ce soit au niveau moteur, au niveau visuel, ou au niveau intellectuel, ou au niveau auditif, pour qu'il puisse d'abord vivre dans sa maison, ça constitue des défis.
À l'école, les défis vont en augmentant en fonction du milieu. Si c'est un milieu ouvert qui vous accueille, vous avez beaucoup de chances de progresser. Tout à l'heure, Michael disait sur le regard des autres. C'est vrai, le regard des autres est très handicapant. Et je dis souvent aux parents et aux jeunes et aux enfants ou aux personnes handicapées qu'il faut faire du développement personnel pour être soi-même fort, aussi fort que Michael, pour que le regard des autres ne vous freine pas. Parce que tout à l'heure, vous l'avez dit, la personne handicapée, il ne faut pas voir le handicap et commencer à citer les incapacités. Non, quand on commence, c'est pas bon. On va dire, elle ne peut pas faire ci, elle ne peut pas faire ci, elle ne peut pas courir. Elle peut pas... Mais au-delà de ça, une personne handicapée a beaucoup de capacités. Mais si vous commencez déjà à la discriminer d'entrée de jeu et qu'elle n'a pas été exercée à se faire confiance et que sa famille ne l'a pas aidée aussi à se faire confiance, vous brisez tout. Alors que quand cette personne a des compétences et que vous la discriminez parce que vous voyez l'apparence et qu'elle surmonte cette apparence, ce handicap que vous créez et vous démontre qu'elle a des capacités, là, vous allez la respecter. Absolument. Et il y en a beaucoup. Alors j'aimerais juste faire et dire que, en fait, c'est un droit. Vous savez, pour moi, c'est très important que tout le monde sache que ce n'est pas une question de pitié. Avant, on a considéré une personne handicapée comme un objet de pitié et on a dit on va lui faire ça, on va lui faire ça. Non, 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 non. C'est un sujet de droit. Et notre pays l'a fait, même si ce n'est pas encore abouti. On attend avec vraiment beaucoup d'espérance les décrets d'application pour que cette loi soit appliquée. Parce que ce soit un parent, un enseignant, un employeur, si vous discriminez un enfant ou une personne handicapée du fait de son handicap, cette loi prévoit des sanctions. Vous pouvez aller en prison, vous allez encore payer des amendes. Donc ça, c'est important. Que ce soit la famille, que ce soit tout le monde, puisse savoir qu'un enfant handicapé qui naît, il a les mêmes droits qu'un enfant non handicapé. Et ça, ce n'est pas négociable. Vous l'aviez dit, les enfants ont les mêmes droits, mais lorsque cet enfant apparaît, est-ce que ça n'a pas d'influence sur la vie de couple? A beaucoup d'influence. Mais ce n'est pas parce que ça a de l'influence que le couple va rejeter cet enfant. Ça a beaucoup d'influence. Comme l'a dit tout à l'heure, on avait un enfant imaginaire. On l'attendait beau, sans handicap, avec beaucoup de capacités. Et voilà qu'il apparaît différent de ce qu'on attendait. Qu'est-ce qui se passe dans le couple à ce moment? Alors, ce qui se passe dans le couple, deux choses. Le papa a beaucoup d'amour pour sa femme et accepte son enfant tel qu'il est arrivé et se met aux côtés de son épouse pour chercher les solutions. Et les solutions se trouvent où? Chez les professionnels, au niveau des associations. Nous, par exemple, on accompagne les parents pour qu'ils puissent comprendre. Vous savez, quand ça vous arrive, vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de handicap, qui ne savent pas que ça peut arriver, ou alors qui pensent que ça n'arrive qu'aux autres. Et quand ça leur arrive, c'est un choc. Donc il faut déjà, je demanderai au niveau des hôpitaux, dans les centres médicaux, dans les maternités, les centres d'accouchement, qu'on puisse aider. Parce que des fois, on va vous dire ah, « c'est ça que vous avez mis au monde ». Vous attendez un enfant, vous dit « c'est ça que vous avez mis au monde ». Vous voyez le choc? Alors, déjà, il faut qu'on puisse accompagner cette maman dans la manière de lui annoncer. Et ensuite, après cette manière de lui annoncer, ça c'est le personnel médical, les associations, nous sommes là pour accompagner, pour expliquer. Alors vous voyez, c'est tout un cheminement. Il faut d'abord accepter, comprendre et accepter et commence maintenant à être défenseur. Parce que nous avons beaucoup de parents qui ont dépassé ce stade et qui aujourd'hui sont des militants et qui aident d'autres parents. Alors je disais que vous m'avez posé une question, je dis pour le couple, il faut que le papa soit solidaire. Quand le papa est solidaire, c'est les deux qui affrontent tous ces différents défis. Et quand le papa n'est pas solidaire et qu'il abandonne la maman est déprimée, vous voyez, il faut d'abord qu'on fasse appel à un psychologue pour commencer déjà à réparer, entre guillemets, cette maman et pour qu'elle puisse franchir les différentes étapes, compréhension, acceptation, et maintenant devenir une maman qui défend les droits de son enfant et qui aide son enfant. Parce que vous voyez, des fois, il y a la surprotection. Il y a le rejet ou la surprotection. Alors, quand il y a le rejet, l'enfant est abandonné. Et ça, c'est dommage. Quand il y a la surprotection, l'enfant n'a pas de chance parce qu'on ne lui permet pas de faire les apprentissages. Alors, il faut ni rejet,
ni sous protection, mais une maman, un couple, papa et maman, qui comprennent ce qui arrive et qui cherchent des solutions. D'accord, très bien. Et les solutions existent bien évidemment avec les spécialistes. Nous allons voir au cours de cette émission s'il est possible de guérir totalement de ces handicaps. Mais avant de revenir sur ce plateau, nous avons eu à tendre notre micro à des citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou. C'est Yasmine Damata qui leur a tendu son micro. Écoutons ce qu'ils pensent des personnes handicapées. Mais les timbo, ils n'ont pas eu de et quand on a la finalité, c'est pas si d'or. Comme on cause, on donne tout le représentant, mais beaucoup de monde veulent voir le cours. Et nous avons quand on représente ma divine, on a dit nous balabaler. Non, on a mené les signes. Même on a mis du vaudou. Tout c'est pas une honte. Il doit trouver solution ensemble parce que l'enfant est né de vous deux. Là, vous essayez de trouver une temps d'entente pour pouvoir assumer la responsabilité de ce handicap qui est arrivé entre vous les deux. Moi, je trouve que c'est la honte. C'est la honte qui les amène à cacher les enfants. Sinon, les enfants handicapés qui sont les plus cachés, c'est ceux qui ont des problèmes physionomiques. Sinon, des handicapés moteurs, souvent, on les voit un peu partout. Qu'ils soient handicapés ou pas, ils bénéficient de tous les droits comme tous les autres enfants d'ailleurs. Donc moi-même, je vais jusqu'à dire que c'est celui qui cache l'enfant handicapé, c'est lui qui est un handicapé. Donc pour moi, c'est lui qui est un handicapé. Sinon, un enfant qui porte un handicap, il n'y a pas de raison pour le cacher. Koi emilasu de gata o gajio uero egi monko diaje e kana onu e kana se o kan meto se kola ndi ma ona wa ne alu na se kola ana toju wa no e ga so dion be ni atunde yin so wa se ma o don lebi e na do tu e ton tu o nu ya ton mo dion on se vino le mo su hondo po des fois ina ibu awure ba no vino mo ku lo nte ne il a donné le retour commun. Si on a what the words on the you know, Fiona de Casso was a poor, it didn't even know what Bezaman year. It went that way, Viano Hua, Yana Vino Hua. The mere letting when doing Viana told you. Sooner or do they not do you know, or I do that soon do it and don't told you Vio. Cacabena. And I no Finu when you are Cluno Tondo ni. Don't minute to Cluno Sansoa. What's the young man? Wa kruno exercise we ai ma wo a bombo botun we ko to me ba jete yo a mu de jete yo ba kruno ko zenu yo ana deton bona so kheleme bo me le do nu yende yo e an lo de wonu e mo kana plawe ke fi le na plawe ke bo nu mo kon ton e na blodo ba fi tu e na wa la gbeji nu yo e so lo ko gbe yan nu me le ya e ma chere mere kwe a we na iwuya no amopon iwuya ala hendi fitu edo fiene le teno tonu mewe no kunja wa no tonu me pepepe enu apeshe nu keke fide an yo asasi ifi odo kwenu aka kondo ene umla so do ken lo kwa a ribona we. Oui, il faut s'occuper de ces enfants. Oui, oui nous avons eu vraiment à suivre ces différentes réactions des citoyens. Ils ont eu à dire beaucoup de choses. Alors, Michael, qu'est-ce que vous pensez déjà de ce que ces concitoyens ont eu à dire? Donc, par rapport à ces interventions, oui. D'abord, avant d'aborder, si vous me permettez, la question que vous aviez posée à Mme Daizo concernant les dommages que la naissance d'un enfant peut créer dans le ménage. Voilà. Il y a ce qu'on appelle la relation triangulaire, c'est-à-dire père, mère, enfant. Oui. Cette relation, elle est brisée. Et c'est vrai, Mme Daizo a eu à aborder un pan. Mais si nous prenons par exemple le père qui est un pôle de ce triangle-là, oui. En fonction de la manière dont il a accepté le handicap, il va réagir conformément à cette manière-là.
Ça peut être positif comme ça peut être négatif. Si c'est négatif, soit la mère là, elle est sortie du ménage. Elle est abandonnée avec l'enfant. Et ce Parce monsieur... qu'on estime que le mal provient d'elle. Oui, oui. Et on lui projette toute cette difficulté-là. Alors, ce monsieur même peut aller refaire sa vie ailleurs, oublier tout. Et c'est là où la prise en charge, elle devient encore plus lourde pour cette maman et pour l'enfant. Alors, si c'est le noyau ou le point enfant qui porte la difficulté, le regard du père ou de la mère sur cet enfant, ça inhibe ses potentialités. C'est ça. L'enfant peut... D'abord, Jean Rostand l'a dit, qu'il n'y a jamais un individu absolument nul. Non, pas du tout. Donc, tout individu que vous prenez, il a des potentialités en lui. Mais le regard que vous avez sur cet individu inhibe ses potentialités. Ça ne marche pas. Donc, l'enfant, qu'il soit bébé ou un enfant de 5 ans, ou peu importe l'âge, ça a des répercussions sur ses potentialités. Alors, si nous prenons la mère, qui est le troisième pôle de ce triangle-là, si c'est elle qui reçoit positivement ou négativement la situation, elle aura le comportement adapté. Si c'est négatif, elle mettra tout en œuvre pour éliminer cet enfant. Wow. Ce ménage-là mettra tout en œuvre pour éliminer cet enfant. C'est pourquoi il y a certains intervenants qui ont abordé en disant qu'il y a certaines personnes ou bien certains parents, en voulant sortir, ils enferment. Ils enferment l'enfant dans la chambre. Et il y a un intervenant du sexe masculin qui a eu à dire qu'il y a même un enfant qui est mort par rapport à ça. Voilà. Donc, on observe, des choses qui arrivent fréquemment. Ce sont des choses qui arrivent. Donc, ça fait partie des dommages ou bien des difficultés que rencontre le ménage. Et la lourde difficulté, ça se situe au niveau de la prise en charge. Parce que c'est ça qui rendra de façon plus ou moins autonome cet enfant-là. Mais voilà qu'elle est vraiment pesante sur la mère ou sur le père. Voilà un peu. Alors, Madame Daïso, avez-vous récupéré un enfant comme ça parce que les parents l'ont enfermé? Avez-vous eu vent d'une certaine situation? Personnellement, non. J'en ai entendu parler, mais moi, personnellement, ce sont les parents eux-mêmes qui vous apportent leurs enfants. Chez nous, à la Chrysalide, nous recevons le parent qui vient avec un enfant et ensemble avec lui, nous cherchons les moyens pour que l'enfant soit le plus autonome possible et soit épanoui. Mais je sais, même au niveau de nos associations, nous en parlons, qu'il y a des enfants qui sont enfermés ou qui sont juste dans une niche et on lui envoie à manger. Ou même il y a des intellectuels qui ont des enfants, mais personne dans l'entourage ne sait qu'il y a un enfant handicapé parce qu'il est vraiment caché. Donc, moi personnellement, je n'en connais pas. Et en tant que défenseur des droits des personnes handicapées, des droits humains, si on apprend cela, nous avons l'obligation de faire une démarche. Parce que parfois, c'est de l'ignorance. Quand on se laisse abattre par le fait que la société va nous jeter des pierres, par ignorance, on cache. Et ce faisant, on brime le droit à la vie de l'enfant. Et puis ensuite, en cascade tous les autres droits. D'accord, très bien. Nous allons établir la liaison téléphonique avec notre sociologue, Dr Bruno Monchor. Vous êtes en ligne. Bonjour. Bonjour, cher journaliste. Voilà, très bien. Aujourd'hui, nous parlons des personnes handicapées. Vous êtes sociologue. Dites-nous, quel regard portez-vous sur la façon dont la société regarde et prend les personnes handicapées? Merci beaucoup, cher journaliste. Vous parlez d'une problématique qui crée non seulement l'inégalité, mais l'exclusion sociale au niveau des personnes qui présentent des handicaps, soit visuels, intellectuels ou auditifs, ainsi de suite. Oui. Vous savez, il y a deux catégories de regards et nous pensons qu'aujourd'hui,
il y a de l'avancée. Il y a le regard que la société traditionnelle a de ses enfants. Il y a le regard que la société moderne a aujourd'hui de ses enfants. D'accord. Et c'est ça l'évolution des différents regards que les acteurs portent sur ces différentes personnes qui présentent ces handicaps. Alors, le regard traditionnel, comment ça prend, comment on porte sur ces enfants un regard traditionnel? Oui, le regard traditionnel, je vais remonter en ayant recours à l'un des articles d'Idrissa Diop qui parle de ce que déjà, même en Europe, dans la Rome antique, l'enfant mal fait était refusé par son père et n'avait aucune chance de survivre. Vous voyez? Et donc, ce n'est pas lié à une société, on va dire, bon, c'est en Afrique seulement, non. Et voilà. Dans la même période, c'est qu'on considère que la difformité est le signe de la colère des dieux à l'égard des hommes, à l'égard de ses parents, ainsi de suite. Vous convenez avec nous que, en fait, lorsqu'on rejette ses enfants, lorsqu'on abandonne ses enfants, c'est pour reprendre la vie à cet enfant dans la considération de ces différentes, dans ces différentes sociétés. Et quand nous venons en Afrique, c'est que un enfant qui présente ces déformations, il y a plusieurs explications. On est dans la même dynamique. Et l'autre chose, c'est quoi? Comment on a demandé à avoir ces enfants? Il y a parfois il y a des couples qui ont des difficultés et donc qui ont recours à des divinités pour pouvoir en avoir et peut-être après abandonnent ces divinités et les situations sont là. Je suis dans l'élément ancien, hein, dans le modèle traditionnel ou endogène. Et donc, vous voyez que voilà un peu, et c'est ça, cette perception, cette représentation sociale qui est dans la tête de nous tous, de tout le monde, et qui n'arrive pas on n'arrive pas à se départir de cette représentation sociale. Et ça crée une distanciation entre la personne qui présente le handicap et nous, excusez-nous, qui n'avons pas, soi-disant, d'handicap. D'accord. Il faut vous dire qu'il n'y a personne qui ne présente pas d'handicap. Il y a d'autres qui sont visibles, il y a d'autres qui ne sont pas visibles. Maintenant, avec l'évolution de ce regard dans la société moderne, aujourd'hui, comment perçoit-on justement cette situation? Oui, merci. Vous savez, il y a que, en prenant le côté juridique, c'est que déjà le 30 juin 1975, il y a une loi qui est votée en ce moment, en son article 1er, qui parle de l'accès de ces différentes personnes à l'éducation et à différents droits dont ils ont besoin. Il y a un autre qui a été voté le 11 février 2005 qui parle de l'égalité des droits et des chances de ces différents acteurs. Donc, ce sont des lois qui sont venues à un certain moment donner une place et aussi bien dans la tête que dans les esprits des uns et des autres, au fait de considérer ces différents acteurs comme tout acteur de la vie sociale. Donc aujourd'hui, la société moderne, il faut dire qu'il y a une amélioration parce qu'on rencontre ces différentes personnes, par exemple dans la rue, hein, on les rencontre en tant qu'employés d'une entreprise et même en tant que fonctionnaire. Vous voyez que ça a changé. Cela veut dire qu'en fait, progressivement, on peut déconstruire cette façon de prendre ou de considérer ces différents acteurs. Je vais vous surprendre. À l'ENAM, moi j'avais, ça devait être en 2007, il y a une fille, ils sont deux, il y a une fille et puis un garçon, et elle ne voit pas du tout, c'est qu'elle n'entend pas, c'est total. Mais elle a fait l'ENAM, elle était très très bien. Le jour de sa soutenance, c'est que vous ne pouvez pas imaginer. Très intelligente. Et elle avait une mention très honorable parce que tous les membres du jury étaient d'accord. Je reviens pour donner un autre exemple, toujours à l'université d'Abidjan-Calavi, où le recteur
en son temps, le recteur Saint-Saint avait confié la tâche à un handicap dans le recrutement de cette... Parce que le monsieur était allé voir le recteur pour dire, mais vous m'avez formé dans votre université, et vous me rejetez, vous sortez des critères pour dire que si je présente tel handicap, je ne peux pas postuler, mais pourquoi vous m'avez formé? Là, c'est bien chaud, là. Oui, c'était fort. C'était fort. Le recteur, c'est simple. Vraiment, il ne savait pas, mais il a dit, bon, on te donne une chance, mais la seule chance qu'on a donnée à ce monsieur, il a été excellent, parce qu'il a fait des rapports qui, aujourd'hui, on tâche bien. Donc, je pense que, au-delà de tout, comme on le dit de façon naturelle, les 5 voies ne peuvent jamais être les mêmes choses. Absolument. Si on parle de ce principe, cela veut dire que les personnes qui présentent des handicaps ne doivent pas être des handicaps pour nous. Voilà. Mais nous avons des difficultés à les accepter, à les prendre comme tels. C'est un peu naturel. D'accord. Il va falloir que nous essayions de déconstruire un peu ces différents éléments. Oui. Parce qu'eux-mêmes aussi, ils présentent des déformations qui peut-être repoussent. Très bien. Merci, merci beaucoup pour votre contribution à ce débat. Docteur Bruno Moncho, je rappelle que vous êtes sociologue. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous. Je vous en prie. Eh bien, nous revenons sur ce plateau. Nous l'avons dit, les enfants porteurs d'un handicap ont les mêmes chances qu'un enfant qui est né sans problème. Madame Daïzor. Alors... est-ce que je vais dire chance? Ils ont les mêmes droits, je dirais. Ils ont les mêmes droits. Hein? Un enfant handicapé, un enfant non handicapé ont les mêmes droits parce que c'est d'abord des enfants. Et vu comme cela, le parent, je vous ai dit tout à l'heure que c'est difficile, c'est pas évident. Mais en faisant de la sensibilisation, et je vous remercie pour cette émission, parce que c'est des moyens comme ça pour faire connaître aux gens que le handicap doit être traité comme un sujet de droit. Et vu comme cela, de plus en plus de personnes sauront qu'il ne faut pas discriminer un enfant handicapé. Mais la première tâche, à mon avis, revient à notre État, à notre gouvernement. Parce qu'ils ont ratifié en 2011 la Convention relative aux droits des personnes handicapées qui font que l'État a des obligations. Il faut que l'État remplisse ses obligations. Tout à fait. Ensuite, la loi portant promotion et protection des droits des personnes handicapées en République du Bénin, en 2017, a été votée à l'Assemblée nationale. Le 29 septembre 2017 a été promulguée. Alors, il faut que l'État puisse prendre des décrets d'application parce que tout ce qui se trouve dans cette loi va faire en sorte que le Bénin devienne une société inclusive. Et quand je dis une société inclusive, c'est une société qui fait en sorte qu'il n'y ait pas de barrière. Parce que quand on parle de handicap, il y a deux choses. Moi, je suis une personne, j'ai certaines incapacités qui peuvent être intellectuelles, visuelles, sensorielles, auditives ou physiques ou mentales. Ça, ça tient en compte ceux qui ont la maladie mentale, le handicap psychique. Donc moi, je suis une personne et j'ai une incapacité. Maintenant, quand je suis dans la société et qu'il y a différentes barrières, ce sont ces barrières qui m'empêchent de vivre de manière autonome. Je prends juste un petit exemple pour illustrer. Si un enfant en fauteuil roulant veut aller dans une salle de classe qui se trouve à l'étage et qu'il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a pas de rampe, ça veut dire que c'est cette barrière-là. Alors, on peut faire ce qu'on appelle l'aménagement raisonnable. Si c'est un seul enfant, on va demander à l'école, et ça c'est un droit, au lieu que la classe, si l'enfant est au CM2 et que la classe de CM2 est au premier étage, d'emmener la salle au rez-de-chaussée. Et ça, dans le temps, nous avons eu à apprendre que certains enfants brillants ou un enfant brillant a abandonné l'école tout simplement parce que il y a eu déni d'aménagement raisonnable. Qu'est-ce que ça coûte à l'enseignant? Alors qu'on a porté pendant un premier temps, ses collègues, ses collaborateurs, porter cet enfant pour l'emmener. D'accord. Ça a duré quelque temps, l'enfant a abandonné. Donc c'est juste pour vous dire que quand un enfant
est handicapé, il faut prendre les mesures pour qu'il n'y ait pas de barrières qui l'empêchent de participer. Très bien. Merci beaucoup, madame. Nous revenons à vous. L'émission étant interactive, nous allons essayer de lire un peu des messages que nous ont envoyés nos téléspectateurs. Il y a madame Dorcas Kodjia qui dit « J'ai connu des cas où, ayant su, les parents ont avorté ». Il y a docteur Roméo Akogbetor qui dit ceci: dès qu'on finirait de connaître l'homme, on pourrait mieux répondre: l'homme est le malheur de l'homme, mais par le handicap, vous venez de rencontrer Dieu, amour dans un fils handicapé. Il faut vivre avec, accorder son temps, demander l'aide des spécialistes pour affranchir les difficultés. Et si l'on quittait ce monde avant un handicapé, on comprendrait que la fin d'une vie est pire. Alors n'interrompons pas les grossesses sans savoir ce que Dieu nous réserve, et les arguments scientifiques ne tiennent pas devant le miracle divin. Et il complète, il dit, il y a une âme, un esprit avant la naissance. Et Benoît Rondia, vous avez ce message qui dit « Je pense qu'il revient fondamentalement aux médecins de décider de l'interruption. » Parce qu'il y a certaines personnes, quand ils font les examens et constatent que l'enfant déjà au sein de la maman est porteur de handicap, disent que oui, il faut l'interrompre. Et Benoît Rondia dit « Je pense qu'il revient fondamentalement aux médecins de décider de l'interruption ou non d'une grossesse pour cause d'anomalies décelées sur un fœtus. Pour le reste, j'estime qu'un enfant, même avec un handicap, reste un enfant, donc un être humain, et mérite toute l'attention de ses parents. Cela n'empêche pas que les parents sollicitent des spécialistes pour faciliter l'insertion sociale de ces enfants. Internés, je dirais oui, à condition que cela ne soit pas considéré comme un bon débarras. Et le docteur Roméo Akogbetor qui dit ceci: on oublie que la beauté vient de l'intérieur, et si au soir de notre vie, tout le monde nous abandonne, que ressentirons-nous? Et Simplice Goudou dit ceci: leur regard n'est que leur angle de vision. Pour ne pas tergiverser, que les parents et la société dont nous parlons fassent l'effort de se mettre à la place de cet enfant. Quelles peuvent être les influences du handicap d'un enfant sur sa famille? Il répond ceci: elles sont de plusieurs ordres: financières, plus de dépenses, parfois dépassant tout le budget familial. Cela peut affecter grandement l'amour entre les parents et bloquer la joie. L'acte conjugal, il peut avoir manque de cohésion familiale. Et là, l'enfant peut se sentir rejeté ou trop aimé. Pour le dernier, les autres frères peuvent être très jaloux. Selon la situation du handicap, les programmes de sortie de la famille peuvent prendre un coup et les autres dans la société peuvent les condamner et juger qu'ils ne sont pas sociables. Faut-il garder avec soi ces enfants ou les interner dans des centres spécialisés de prise en charge? Il répond ceci: ça dépend de l'ampleur, des moyens, de la nature du handicap, de l'espace de la maison et de l'environnement favorable pour l'enfant handicapé lui-même. C'est toujours mieux, dans la mesure du possible, que l'enfant se sente dans son tissu familial, quoi que l'on fasse. Et en dépit du professionnalisme et de la générosité des spécialistes, le volet parental et fraternel aura un effet psycho-affectif sur l'enfant handicapé. Et puis pour finir, il dit, au cas où la médecine aurait révélé des malformations du fœtus, faut-il arrêter la grossesse ou laisser aller à son terme? Il répond ceci: ça c'est une question de la bioéthique. Je conseille qu'il faut traiter au cas par cas, faire recours à l'éthique, à la morale, à la religion, pourquoi pas, et questionner l'histoire des parents et surtout faire un diagnostic de l'état émotionnel de la mère. Mais il est important de noter que c'est un crime. Oui, Andrea Bachiumba, il vient dire ceci: un enfant handicapé est un enfant comme tout autre qui a des droits comme les autres enfants. Tout part de l'acceptation de cet enfant dans l'espace familial, de la confiance mise en lui, de l'attention qu'on lui porte, le suivre, l'accompagner avec des spécialistes de son handicap. Vous verrez en lui des potentialités développées. Un enfant handicapé, c'est vrai, occasionner plus de dépenses dans la famille. Cet enfant vient régler aussi
un problème dans la famille. Les comportements de cet enfant développent chez les parents nerveux beaucoup de patience et toute autre conception de la vie. Mais quelquefois, ceux-ci ne comprennent pas ce dont Dieu se sent humilié, frustré. Voilà, merci beaucoup, beaucoup de messages. Et il y a Boniface Nyolonfon, certainement que vous connaissez, oui, qui a également réagi. Il est au Canada? Il est au Canada, bien sûr. Oui. Boniface Nyolonfon, c'est un bel exemple de réussite, un peu comme Michael sur ce plateau. Il a approuvé la réaction de Simplice Goudou. Il dit bien abordé, Simplice. Et il me dit même, Roch, tu peux m'appeler pour qu'on s'en reparle, car j'ai beaucoup à dire sur ce sujet. Et Boniface Nyolonfon, il est handicapé visuel, il a fait le campus, l'université. Aujourd'hui, il est au Canada, il est directeur d'une grande société, il a des employés, il y a même fondé sa famille. On aurait pu l'avoir. Il a fait aussi, oui, ensemble, on a étudié pour comment faire la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Voilà, et je rappelle qu'il est membre du groupe Les Frères de Sang. Oui. Pour ceux qui connaissent ce clip, c'est le monsieur qui a souvent ses verres fumés. C'est de lui. Voilà, nous sommes pratiquement au terme de cette émission. Je vous laisse la parole, monsieur Michael Viegbe, c'est bien ça, oui, pour votre mot de fin. Merci beaucoup pour l'émission. Je vais partir sur la pensée toujours de cet auteur-là que j'aime beaucoup, Jean Rostand. Jean Rostand, oui. Je vais le paraphraser. Il dit qu'il n'y a pas d'individu absolument nul, mais qu'il existe des systèmes défaillants qui empêchent l'individu d'exprimer toutes ses potentialités. Alors, si je m'inscris dans cette pensée, Madame Daizo a abordé tout à l'heure l'aspect des décrets liés à la loi 2017-06. Si l'État pense que Jean Rostand n'a pas raison, alors là, nous attendons les décrets. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, Madame Anaïda, votre mot. Alors, je vous ai dit que je suis psychologue, je suis également coach, donc je dirais que quand il y a une situation donnée, c'est qu'il y a une leçon à tirer de cette situation. Tout à fait. Mais quand on n'a pas soi-même fait de développement personnel pour être aguerri, quelle que soit la situation, ce n'est pas facile. Alors, j'aimerais inviter les parents, inviter tout le monde, la société, à se dire qu'on doit pouvoir ensemble faire que notre société, notre pays soit une société inclusive. Et j'ai beaucoup aimé ce que les internautes ont écrit. Voilà. Je vous félicite. Merci beaucoup, madame. De pouvoir nous montrer que beaucoup de Béninois ont des pensées très positives. Et aussi, une chose importante, j'aimerais juste dire, je ne sais plus, 2 minutes, peut-être 1 seconde. Le temps est complètement parti. Par rapport à l'interruption de grossesse, dans les pays développés, on harcèle même le parent pour qu'il puisse avorter quand on décèle qu'il y a un problème au niveau du fœtus, parce qu'il y a eu des jurisprudences, des mamans qui ont attaqué l'État, qui ont attaqué l'hôpital pour dire que si vous m'aviez dit que mon enfant était handicapé, moi j'aurais préféré avorter. Mais c'est une question, comme on dit, de bioéthique. Et puis moi je pense que ça ne dépend pas du médecin, comme quelqu'un a dit. On peut dire aux parents, leur faire des propositions, mais on ne doit pas leur imposer cela. Et comme l'a dit certains parents, avoir un enfant handicapé, il y a aussi de la joie, pas que des difficultés. C'est une bénédiction aussi. C'est une bénédiction, il n'y a pas que des difficultés, mais notre État doit faire en sorte que notre société soit inclusive. Absolument. Merci beaucoup, Madame Claudine Lawson-Daïza. Vous êtes psychologue, vous êtes directrice d'un centre de prise en charge des personnes handicapées, la Chrysalide, justement. Merci également à vous, Michael Viegbe. Vous êtes psychologue clinicien, vous êtes doctorant en psychologie et en psycholinguistique. En psycholinguistique. Et orthophoniste.
orthophoniste. Orthophoniste, vous êtes également le président de l'association des orthophonistes professionnels du Bénin. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous vos réflexions par rapport à ce sujet. Nous disons merci également à Dr Bruno Moncho qui était au téléphone, le sociologue, et merci à tous ceux qui continuent de nous écrire, tous ceux qui nous ont envoyé des messages que nous avons essayé de relayer. Il faut changer notre mentalité, notre façon de regarder, de voir désormais les personnes handicapées. Merci beaucoup. Nous allons enchaîner, Fulgencia, avec... Oui, nous allons enchaîner avec Us et Coutumes. Et depuis lundi, nous sommes en milieu Batonou. Oui, effectivement. Et aujourd'hui... Nous allons parler du fils aîné. Du fils aîné en milieu Batonou. Oui, en milieu Batonou. Ses caractéristiques. Voilà. Très bien. La place que ce fils occupe dans la société. D'accord. Alors, Us et Coutumes, c'est tout de suite. Dès son jeune âge déjà, c'est l'oncle, le grand frère ou le jeune frère de son papa qui vient le chercher. C'est à lui que revient le rôle d'éducation du fils aîné. L'enfant, peut-être à l'âge, c'est peut-être plus tard, à l'âge adulte, qu'il pourra découvrir son vrai père. Et c'est pour ça d'ailleurs, vous verrez en milieu Batonou, l'enfant ne connaît pas son père. C'est pour ça qu'il appelle son père biologique par son prénom. Mais son oncle, il ne peut pas l'appeler par son prénom. C'est son oncle qui est son papa, il l'appelle papa. Il l'appelle père. Le bâton, dans sa conscience collective, estime que lorsque c'est le parent biologique qui s'occupe de l'éducation de son fils, il ne pourra pas le faire avec la rigueur qu'il faut. Il va le faire, il va l'éduquer dans la complaisance, dans le laisser aller. Donc c'est pour ça qu'on préfère que ce rôle soit dévolu à l'oncle, aux oncles. Et l'oncle n'a pas le droit de faillir à cette mission. Si l'enfant devient un délinquant, ce sera de sa faute et la société doit le condamner pour ça. Au niveau de la fille, c'est la tante qui s'occupe de l'éducation de la petite fille. C'est plus tard que l'enfant pourra découvrir sa vraie mère, sa mère biologique. Et c'est la tante qui doit l'éduquer, lui apprendre les valeurs ancestrales pour forger sa personnalité, lui apprendre comment demain devenir femme au foyer, l'épouse au foyer qui doit s'occuper de la maison. C'est la tante qui s'est occupée de son éducation, c'est auprès d'elle qu'on va demander la main. Et donc c'est elle qui doit organiser le mariage. Figurez-vous que dans la société Batonou, l'enfant n'appartient pas seulement à ses parents biologiques. L'enfant appartient à la communauté. De ce point de vue, la mère ne doit pas montrer à la communauté, aux autres, que c'est son fils, que c'est sa propriété, que c'est son fils biologique. À partir du moment où l'enfant ne lui appartient pas seul, il y a ce sentiment de gêne, de pudeur, de vouloir appeler son fils aîné par son prénom. La mère ne doit pas appeler le prénom de son fils aîné, juste par pudeur, en milieu Batonou. Oui, en milieu Batonou, l'enfant que vous mettez au monde, vous n'avez pas le droit de l'appeler par son prénom. Oui, c'est ça. Ah, ouais. Et il est également dit que le fils aîné, ce n'est qu'à l'âge adulte qu'il sait qui est réellement son père. Il doit être élevé par l'oncle. Un oncle. Oui. Ouais. C'est l'oncle qui lui inculque les valeurs de la vie, tout simplement.
juste parce qu'on estime que si vous êtes élevé par vos propres parents, vous serez chouchouté. Oui. Donc, il vous faut de la rigueur. Mais je me demandais, aujourd'hui nous sommes dans une société beaucoup plus moderne, il y a des bâtonnons qui sont à Cotonou par exemple, est-ce qu'ils vont accepter envoyer leur fils aîné au village, être élevé par l'oncle ou bien, etc. Bon, c'est vrai que ce sont des pratiques culturelles pour sauvegarder un certain héritage, une certaine façon de vivre en société. Ça continue d'ailleurs là-bas, mais bon, il y a également ces petites fissures. Moi, je me mais dis la que tradition reste la tradition. Oui, ce ne serait pas toujours respecté, puisqu'aujourd'hui déjà, envoyer les enfants en vacances, les parents ne veulent plus trop. Ils veulent garder les enfants à la maison. Mais ce qui est sûr, en milieu bâtonnou, il doit y avoir cette passerelle pour que même si l'enfant ne vit pas avec l'oncle en question directement, il peut être en contact avec cet oncle. Aujourd'hui, nous avons le téléphone, etc. Tout et tout, il peut lui parler, etc. Bon, c'est des éventualités. Il aura été sur ce plateau que nous lui aurions posé ces questions pour savoir comment cela se passe. En tout cas, un de ces jours, il reviendra et nous allons lui poser justement cette question. Merci à vous, Fulgencia. C'est le moment de retrouver notre spécialiste des prénoms africains que nous avons invité pour cette semaine. Oui, Timothée Gossevi, très bien habillé aujourd'hui, très bien endimanché. Vous le voyez, le réalisateur l'a vendu. Bon, allez, nous allons l'installer juste après cette virgule. Eh bien, Timothée Gossevi, bonjour. Et ce matin, vous allez bien. Oui, ça va bien. Oui, bien habillé. Hein? Merci. Vous aussi. Ah, merci. C'est ces 3 pièces. Oui, ces 3 pièces, on dirait qu'il veut aller doter une femme. Ah oui, c'est ce qu'il faut d'abord. Avant d'aller doter, il faut être en 3 pièces. Ah oui? Oui, mais là, c'est possible. On sait que le Babadja est venu. Oui, mais si moi je dois aller doter, ce ne serait pas dans Agbada, parce que je ne suis pas un natif Yoruba ou Nago. Mais là, c'est Davola Bodji. Davola Bodji. Avec serviette et tout. Pas nécessairement avec la serviette, mais le pain doit être sur l'épaule. D'accord, très bien. Alors, depuis lundi, on est ensemble. Lundi, vous nous avez parlé du prénom Kofi. Mardi, du prénom Yaovi. Et aujourd'hui, Kwasi. Vous nous parlez de Kwasi. Oui. Alors, les Kwasi sont de quel jour? Dimanche. Du dimanche. Et vous nous avez confié que vous êtes né un dimanche. Également, oui. Vous êtes Kwasi. Ah, d'accord. Mais je ne porte pas ce prénom parce que vos parents ne vous l'ont pas donné. Non. Mais Kwasi, c'est avec O ou U? Kwasi, tel que on dit, n'est jamais faux quand il est écrit. Il suffit. C'est la phonétique. D'accord. Parce qu'il existe Kwasi avec U. Oui, bon, c'est la façon de l'écrire. Kwasi, Kossi, c'est pareil. D'accord. Donc là, c'est Kwasi avec U, Kwasi. Voilà, très bien. Et vous dites que ces enfants Kwasi sont nés les dimanches, ce sont des garçons? Oui, la plupart. Bon, enfin, quand c'est un garçon, on l'appelle Kwasi. Et quand c'est une fille, c'est Akosiwa. Akosiwa. En milieu élevé, éminent et tout. Akosiwa. Bon. Alors, le datif du dimanche est un être optimiste, chanceux, glorieux, et jovial. Vous comprenez déjà ce sourire-là, ce léger sourire. Vous voulez me dire que vous êtes chanceux? Oui, optimiste et jovial. Très chanceux. Optimiste, jovial. Alors, doué d'une énergie considérable, puisque je me suis documenté par rapport à ça spécialement. Moi-même, je ne savais pas. Alors, il a souvent confiance en lui-même. Effectivement, quand on se connaît, on comprend tout de suite que c'est vrai. Donc, il a le goût des arts, la littérature, la poésie, la musique et la peinture. Bon. Vous vous y retrouvez? Naturellement. C'est pas bizarre, mais les gens ont su bien faire les études, les recherches sur les prénoms et l'impact que ceux-ci ont sur ces individus. Vous voyez? Continuez. Donc, très intelligent. Il a la lumière intérieure et aime tout ce qui brille. Ah oui? Ah oui.
Alors, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Non, non, ça c'est vrai. Alors souvent, son esprit est orienté naturellement vers le bien. Il est juste et bon. Juste et bon. Mais il a un mauvais côté qui va venir tout à l'heure. Je m'empresse de le savoir. Ah oui. Alors, il sent plus ou moins qu'il est capable de faire de grandes choses, qu'il est le mieux placé pour les entreprendre. Sous l'égide de la planète Soleil, le natif du dimanche a tendance à se voir comme chef d'un groupe. Oui. Ce sont les spécialistes. Alors, il trouve ils donc naturel, chef dans leur groupe. Oui, donc, il trouve donc naturel d'être mis en évidence, de diriger les autres. Oui, j'ai tendance à diriger les autres. Oui. De donner vie en quelque sorte. Les chefs. Bon. Oui. Non, c'est ça. À première vue, vous avez dit que je me suis endimanché. Oui. Bon, donc, déjà, quand vous prêtez cette idée à l'intéressé, il devient chef. Il devient chef. Alors qu'il y a un autre chef. Il a un autre chef. Il doit voilà. s'abaisser. Il pardonne difficilement les offenses. Là, c'est mauvais. Oui, et peut, à cause de certaines choses, se montrer cruel. Oui. Et despote. Ah oui. Quand je suis arrivé là, je me suis posé des questions. Est-ce que ça c'est vrai? C'est vrai aussi. Non, mais ça ressemble un tout petit peu, mais c'est difficile. Il a une allure de oui, despote. Je connais des Kwasi qui ressemblent à ces explications exactement. Alors, il est philanthrope et a aussi beaucoup d'ennemis. L'orgueil, l'ambition, le goût des riches étoffes. L'amour de l'or. L'amour de l'or, oui. La célébrité à tout prix. Il y a la couleur or dans son chapeau. La célébrité à tout prix domine et plus généralement la réussite se manifeste par des moyens violents qui ne sont pas toujours sans ruine à autrui. Vous savez, c'est un peu philosophique. Les Kwasi, j'ai compris que c'est vrai. D'accord. C'est vrai. Très bien. Puisque c'est vous-même, vous venez de vous décrire vous-même. Oui. Et je connais beaucoup de Kwasi, ils sont pareils. Voilà. Merci beaucoup, Timothée. Même si vous ne portez pas le prénom, je dis Timothée Kwasi Gosevi. Mais moi, je dois être Kwasigan. Kwasigan? Ah oui. Parce que chez moi, je suis grand frère. Oui. D'accord. Okay. Donc il y a Kwasigan. Il y a Kwasivi. Kwasivi. Oui. Ah d'accord. Le petit des Kwasi. Intéressant. Je connais les Kwasivi, mais ce n'est pas la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. D'accord. Kwasivi, bon, Kwasigan. Ça peut l'être. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, Timothée. Nous allons voir rapidement la capture du jour. Très rapidement. Voilà. Avec le réalisateur. Nous attendons la capture du jour que le chef d'édition nous a proposé. Voilà. Capture, ouais. Dépôt d'ordures interdit sous peine de poursuite mystique. Alors là, c'est la totale. Ah oui. Quand on est nous sommes en Afrique. Oui, on est en Afrique. Mais ils ont mis tant pis pour vous. Tant pis. Monsieur Gosevi, vous avez envie de faire pipi ou bien vous avez envie d'aller... C'est très original. C'est original. Oui, je préfère. Puisque lorsque vous rasez les murs de certains quartiers, vous voyez, sous peine d'amende de 5 000. Mais ça ne dit rien à personne. Ça ne dit rien à personne. C'est exactement comme vous rentrez dans un champ d'autrui où... Pour marauder, vous remarquez qu'il y a des présences d'objets mystiques, vous ne maraudez plus. Donc c'est pareil. Là, je préfère ça. C'est pareil. Et ça c'est une proposition de Anou Adadja, parce que je le voyais hier vraiment occupé à chercher la capture. Je sais que c'est lui, c'est sa proposition. Ce que je me demande, est-ce que ce n'est pas lui qui a fait ça? On est honnête. En tout Il cas, en est capable.
En tout cas, c'est ça, lorsque vous voyez ça quelque part, bon, vous, d'abord, vous retenez d'aller déposer les ordures. D'abord, il est dit même, il y a une loi aujourd'hui, vous déposez les ordures n'importe où, on peut vous flanquer ces lois. Vous pouvez même aller en prison pour ça. Donc, il faut conserver les ordures quelque part et puis les structures de collecte viennent passer. Ça participe également de la protection de l'environnement. Voilà. Merci beaucoup, Timothée Gossevi, et merci à Noah Dadia qui nous a soumis, qui nous a proposé cette image. Merci à l'infographiste également du jour, Robles à Vonzoncan. Voilà. Donc, oui. Nous allons dire merci et vous raccompagner. Vous souhaitez une très bonne journée. Mais ça dépendra de vous. D'accord. Et nous serons toujours en milieu éveillé. Éveillé. D'accord. Même Yoruba, c'est possible. Très bien. Merci. Bonne journée à vous, Timothée. À vous. Merci. Fulgencia, oui, on fait quoi par la suite? On fait appel à notre humoriste. D'accord. Oui. Nous allons lui faire appel. Oui, vous partez. Vous allez céder votre siège à Hans qui s'amène déjà de l'autre côté. Voilà. Hans qui s'amène de l'autre côté. Hans, voilà, vous êtes revenu. Oui. Merci d'être là. Ouais. On fait quoi? On continue avec de la joie. La joie, joie en joie. Exactement. Et avant d'en venir à ma petite histoire, je voulais porter une petite information. C'est que lorsque vous savez que dans une journée, vous allez prendre l'ascenseur, il est important d'éviter de manger des œufs ou de l'haricot. Voilà. Expliquez-vous. Bon. J'en reviens en passant par ce qui m'est arrivé la semaine dernière, où on avait emprunté un véhicule, c'est-à-dire le transport en commun. Et je devais me rendre à Lada et en cours de route, on a dû être confronté à un embouteillage. Voilà. Vous savez que nous sommes en saison pluvieuse. On était 4 à l'intérieur du véhicule puisqu'il faut respecter les mesures barrières. On a montré les vitres, histoire que la pluie ne rentre pas à l'intérieur. Or, au début, j'ai dit, si vous devez... Le véhicule était climatisé? Non, le véhicule n'était pas climatisé. Je disais que si vous voulez prendre l'ascenseur ou les transports en commun, il faut éviter de manger des œufs ou de l'haricot. Alors, on était 4 à l'intérieur et quelqu'un a laissé un missile sol-sol, comme on le dit. Et les vitres étaient fermées? Bien sûr. Et nous sommes en saison pluvieuse. Missile sol-sol. Je vous assure. Mais là, on ne pouvait pas entendre. On ne pouvait que sentir. Et donc mes larmes ont commencé à couler. Nous tous, on a commencé à se regarder. Mais on ne pouvait pas descendre puisqu'il pleut. Et si tu descends en premier, on va croire que c'est toi. Oui, c'est ça. Tout le monde soupçonne son voisin. Est-ce que c'est pas lui? Exactement. Est-ce que c'est pas l'autre? Nous sommes en plein embouteillage. Le chauffeur dit attendez, je pense que le moteur a un problème. Je vais descendre pour contrôler. Donc il descend très vite. Dès qu'il ferme la portière, il commence à respirer. Il va ouvrir le coffre pour voir le moteur. Pendant ce temps, vous êtes dedans. On est à l'intérieur, les larmes coulent. Mais pourquoi vous n'avez pas profité pour descendre aussi? Bien sûr, je vais accompagner. Bien sûr, je vais accompagner le chauffeur pour voir le moteur. Donc je descends aussi. Les deux autres qui sont à l'intérieur, le troisième descend. Tu ne peux pas rester dans la voiture, sinon on va penser aussi que c'est toi. Donc nous 4, nous sommes au dehors à attendre que l'air se stabilise et revienne à la normale. Alors donc, je voulais juste informer que le cache-nez n'est pas un masque anti-gaz. Voilà. C'est des choses à ne pas confondre. C'est pas parce qu'on a... Au contraire, ça conserve le gaz, ça ne permet pas l'aération, mais bon. Exactement. Dans ces conditions, vous n'avez pas le droit de retirer votre cache-nez. Vous maintenez ça comme ça. Exactement. Il faut souffrir en silence. Et donc, pour terminer la petite histoire, c'est que je voulais parler de mon oncle. Je n'ai pas dit son nom, mais il va se sentir concerné. La fois dernière, c'était l'oncle Gustave. L'oncle Gustave, mais bon. Il sait pas. Il y a deux oncles Gustave. Il y a le teint clair et puis le teint noir. Bon, on ne va pas dire on va pas préciser. En tout cas, c'est oncle Gustave. Exactement. Et donc, mon oncle, c'est un monsieur qui est très spécialisé dans tout ce qui s'appelle. Quand on dit il y a un voleur, lui, il est le premier à se lever pour aller attraper le voleur. À chaque fois qu'on dit un voleur. Il a la force. Il a la force, exactement. Le jour même, on lui a attribué son record, c'est le jour où il a attrapé 5 voleurs lui seul. Waouh. Attrapeur de voleurs, même c'est dans son CV. Oui. Tellement qu'il est champion dans ça. André Fume. Voilà. Et donc,
Tellement qu'on sait qu'il est fort dedans, on a décidé de lui laisser cette tâche-là. Donc, un jour, en plein 14 heures, on entend voleur, voleur. Donc, mon oncle se lève, il poursuit le voleur. Il n'y a personne, puisqu'on sait que c'est sa spécialité. Un coup, le voleur rentre dans un couloir. Mon oncle le suit. Donc, il rentre aussi dans le couloir. Mais le couloir, il n'y a pas d'issue. Quand le voleur est rentré, il s'est mis sur le côté. Donc, mon oncle, en courant aussi, lui aussi, il est rentré. Donc, arrivé devant, il voit qu'il n'y a pas d'issue. Il veut se retourner. Voilà que le voleur a bloqué la sortie. Waouh, dis donc. Je n'ai pas précisé le physique du voleur. Le voleur est grand comme 4 mètres. Il ressemble à un placard. Il a bloqué la sortie comme ça. Il dit, mon oncle voit le voleur, il dit, hey, mon frère, tu n'as pas vu un voleur ici là? Le voleur dit, c'est moi le voleur. Moi. Il dit non, il ne faut pas t'amuser comme ça. Je cherche le voleur, c'est pas toi. Il dit, c'est moi le voleur là. De toute façon, le voleur l'a frappé. Jusqu'à aujourd'hui, quand il entend voleur, même là, il ferme ses portes, lui-même il reste à l'intérieur. Oui. Il a appris la leçon, mais vous savez, quand on entend voleur, il faut aller au secours des autres, leur porter un coup de main. Il ne faut pas s'enfermer dans sa chambre parce que le malheur n'arrive pas qu'aux autres, ça peut vous arriver aussi. Donc, c'est bien ça. Il aurait pu se faire accompagner. Exactement. Merci beaucoup, Hans. Mais j'espère que votre oncle il a retiré chasseur de voleurs dans son CV. Alors, Phil, nous allons retrouver Feiti dans Réussir ma vie. Vous voulez réussir votre vie, non? Bien entendu. Voilà. D'accord, très bien. Réussir ma vie, c'est ce que nous chante Feiti aujourd'hui, que nous entendons déjà en fond sonore. Nous allons chanter avec lui. Oui, je vais voir. Depuis le lundi, vous n'avez pas dansé du tout. Maintenant, je veux vous voir danser. Oui, merci. Allez-y. Tous les jours, on fait des allers-retours, car on attend ce jour, le jour du grand rendez-vous. Je veux réussir ma vie. Je dois réussir ma vie. Je dois réussir ma vie pour rendre les mains fiers de moi. Je dois réussir ma vie pour rendre papa fier de moi. C'est le Manuela, ma musique qui d'aguela. C'est le Manuela, on a Talissi qui m'envole. C'est le Manuela, ma musique qui d'aguela. C'est le Manuela, ma musique qui est là. Não pombolando ezundi do te poya when we see wana humi imana no te da ndina wa imana no te da ena yo iwe zomba ifoye no to takame imana no te da ena wa imana no te come ni bune iwe zomba. Je veux réussir ma vie. Je dois réussir ma vie. Je dois réussir ma vie pour rendre les mains fiers de moi. Je dois réussir ma vie pour rendre papa fier de moi. C'est le Manuela, ma musique qui d'aguela. C'est le Manuela, on a Talissi qui m'envole. Et voilà, nous dansions sur ce clip de Feiti qui nous chantait Réussir ma vie. Je vous souhaite une belle réussite à vous tous. C'est la fin de cette émission. Le dernier numéro de cette semaine. Nous vous disons merci de l'avoir suivi.
On va se donner rendez-vous la semaine prochaine, mais c'est l'occasion aussi de dire merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés jusque-là. À la réalisation, il y avait Timothée Ronton, à l'infographie, Robles Avonzoncan, et puis derrière la caméra, Louis Koudobom. Oui. Au son, Armel Pouedanou. Ouais, nous avons nos chefs d'édition. Aujourd'hui, c'est Arnaud Adadja et Agnat Bello Onifade. Nous avons notre maquilleuse de l'autre côté, Nadia Binazon de Patesté. Et de l'autre côté de la diffusion. Également. Les décorateurs, les maintenanciers, nous leur disons merci beaucoup, merci et au revoir. Et à la semaine prochaine. Voilà. Le jour du rendez-vous. Je veux réussir ma vie. Je dois réussir ma vie. Je dois réussir ma vie pour rendre les mains fiers de moi. Je dois réussir ma vie pour rendre papa fier de moi. C'est le Manuela, ma musique qui d'aguela. C'est le Manuela, on a Talissi qui m'envole. C'est le Manuela, ma musique qui d'aguela. C'est le Manuela, ma musique qui est là. Non, pour bon